Bonjour à tous, Georgia Sanders de la Chambre d'agriculture du Lot et moi-même Lucille Dréon de Bio46 avons réalisé une enquête en 2022 auprès des céréaliers bio que nous allons vous présenter aujourd'hui via cet enregistrement. Nous allons d'abord vous présenter la description globale des exploitations. Nous ferons un focus sur la partie technique, puis sur la partie économique, et nous terminerons sur un bilan de situation qui est plutôt la partie sociale, en tout cas la satisfaction des agriculteurs sur différents points que nous avons choisis. Pour cette enquête-là, nous avons choisi d'enquêter 11 agriculteurs du département du Lot. C'était un échantillon aléatoire à travers tout le département. Nous avons choisi du coup d'enquêter sur l'année 2022. Il faut noter que c'était une année très importante, une année de sécheresse importante. Les prix, ils étaient plus élevés aussi en bio par rapport aux années 2023 et 2024. D'après ce graphique, on peut voir que la plupart des exploitations sont en exploitation individuelle et tous les exploitants enquêtés sont à titre principal. Et donc, dans ce graphique, on peut voir que 70% des exploitations sont en 100% bio et 40% des exploitations sont mixtes. Il faut noter qu'il n'y a pas que des activités en grande culture, il y a aussi des activités élevage, etc. Nous avons aussi regardé la part en propriété des exploitants enquêtés, à la fois sur la partie terrain et sur la partie bâtiment. Principalement, le modèle reste basé sur la propriété. Au niveau des surfaces, 50 autour de 50% des exploitants ont 100% de surface en propriété. Et au niveau des bâtiments, on est à 60% des exploitations qui ont 100% de bâtiments en propriété. Malgré tout, il y a une part de fermage qui reste importante. Et on est vraiment sur les bâtiments principalement en propriété. On a ensuite voulu regarder la proximité des exploitations vis-à-vis des tiers, à la fois du voisinage, et après on verra au niveau ce qu'on a appelé ville métropole. Alors au niveau du voisinage, toutes les exploitations sont proches, voire très proches de villages. Pour toutes les exploitations, on est pour plus de 90% des exploitations, on est à moins de 100 km d'un village et une bonne partie à moins de 500 mètres. Au niveau du voisinage, 90% des exploitations sont à moins de 500 mètres au moins d'un voisin, du premier voisin. Donc ça montre un faible isolement des producteurs et ça porte aussi un point d'attention sur les problématiques que peuvent engendrer l'agriculture sur le voisinage, nuisances sonores, traitements, etc. Donc sur la partie de la proximité à des tiers villes ou métropoles, par ville ou métropole, on entendait les, les endroits et les villes dans lesquels les exploitants peuvent à la fois se fournir en matériel pour l'exploitation et au niveau aussi des commodités. Pour plus de 50% des exploitations, on est assez éloigné des villes, entre 15 et 50 km. Et malgré ça, 90% des exploitants se considèrent bien desservis. Donc, au niveau de leur point de vue, c'est pas une problématique, c'est cet écart par rapport aux villes. Pour les îlots, sur les exploitations, la plupart des exploitations ont plus de 10 îlots, ce qui représente une surface assez importante. 60% ont au moins un îlot à plus de 5 km, dont 21% des exploitants à plus de 15 km.
Donc, on voit qu'il y a une grande diversité de parcelles et des distances importantes entre elles. Donc pour les ateliers secondaires, donc il y a plus de 80% des exploitants qui ont un ou plusieurs ateliers secondaires sur l'exploitation. Pour la SAU totale, donc on voit que les résultats sont très diversifiés. Il y a quand même plus de 50% des exploitants qui ont plus de 50 hectares. Donc, bon, c'est quand même un résultat qui a à mettre en parallèle avec les différents ateliers qui sont sur les fermes. Au niveau de la main-d'œuvre des exploitations, on a d'abord regardé le nombre d'exploitants et l'ETP exploitant. Au niveau du nombre d'exploitants, on est majoritairement en dessous de 1,5 exploitants sur les fermes, enfin en dessous de 2 exploitants en tout cas, avec plus de la moitié des fermes sur lesquelles il n'y a qu'un seul exploitant. On a voulu mettre en parallèle avec le nombre d'ETP pour l'exploitant, donc équivalent temps plein, déclaré par les producteurs. On voit que majoritairement, on est supérieur à 1,5, alors que à côté, on est majoritairement à un exploitant par ferme. Donc ça peut signifier que en fait, l'exploitant travaille plus qu'un équivalent temps plein. On a ensuite regardé la présence des salariés sur l'exploitation. C'est assez variable, avec quand même un nombre de salariés assez faible, entre 0 et 1 salarié UTH pour la plupart. Et sur le reste de la main-d'œuvre, au niveau de l'aide familiale notamment et du stagiaire, il n'y a que 36% des exploitations qui ont une aide familiale et 18% qui ont un stagiaire à mi-temps sur une période de l'année. Pour finir, on a regardé la place du conjoint-conjointe sur l'exploitation. Dans 50% des cas, le conjoint ou la conjointe travaille à l'extérieur de la ferme. Et dans 50% des cas, l'exploitant est soit associé, soit conjoint collaborateur. En fait, on remarque aussi que certains conjoints ou conjointes, en plus d'être soit salariés à l'extérieur, soit salariés de l'exploitation, elles en plus une partie en bénévole ou de salariés à temps partiel. Donc maintenant, on va faire un point sur surtout les raisons et motivations pour passer en bio et quand les exploitations sont passées en conversion bio. Donc la plupart des conversions sont assez récentes, donc entre 2019 et 2021. Et les raisons des conversions sont plus ou moins variées. Donc, il y en a certains, c'était pour la valorisation et les opportunités, pour déjà valoriser les produits en AB. Et pour d'autres, c'était surtout une question d'aide, donc le crédit d'impôt ou les aides à la conversion de la PAC. Et pour certains, c'était aussi une volonté de réduire les traitements sur les parcelles de façon générale. Pour la sous-traitance, donc on a constaté que 50% des agriculteurs enquêtés sous-traitent pour le semis et la préparation des sols. L'agriculteur réalise lui-même les autres tâches dans la plupart des cas. Et environ un quart des agriculteurs sous-traitent leur récolte. Donc pour la texture des sols, on a remarqué que 80% des agriculteurs enquêtés, ils estiment que leur sol est de texture argilo-calcaire. La structure du sol, par contre, elle est très diversifiée. Donc, soit les agriculteurs ils pensaient que leur sol ils étaient plus compactés, soit d'autres pensaient que c'était plutôt aéré. Et la texture, effectivement, elle reste globalement uniforme.
donc limoneuses argilo-sableuses. Et 36% donc, des agriculteurs considèrent que leur sol sur l'exploitation est hétérogène au niveau de l'exploitation. Pour les personnes enquêtées, comme je l'ai dit précédemment, on a une répartition sur le territoire entre les différentes personnes enquêtées. Donc les terres des exploitations, ils se situent principalement sur les plateaux du COS et certaines exploitations se situent en vallée. Et 50% des exploitations se situent sur le Quercy blanc et 50% sur le reste du département. Au niveau de la partie technique, on a regardé dans un premier temps les cultures les plus cultivées. En 2022, la culture la plus cultivée reste le blé, comme on peut le voir là. Donc là, c'est un nombre de parcelles. Donc 10 parcelles de blé cultivées. Enfin, en tout cas, pas un nombre de parcelles, un nombre d'exploitants qui ont produit du blé cette année-là. Ensuite, on a pas mal de cultures comme le soja, avec 5 parcelles. On a aussi qui revient le tournesol, le sarrasin, l'orge, le pois chiche, qui restent des cultures assez importantes du coup sur le département, en tout cas cultivées régulièrement. On voit aussi la présence de légumineuses fourragères qui permettent d'entrer en rotation, avec principalement de la luzerne et du sainfoin et de la févrole. Et puis après, on retrouve la présence de d'autres cultures plus spécifiques comme la lentille, le mois, la moutarde. Au niveau des données techniques, on voit ici un rendement au niveau du blé autour de 2 tonnes par hectare. Donc on rappelle qu'on est en 2022. On voit aussi un gros écart de rendement au niveau des soja, parce on a du soja et du soja irrigué, avec un rendement en soja de 0,8 tonnes par hectare et en irrigué 3,6 tonnes par hectare. On rappelle qu'en 2022, on est en année de grosse sécheresse, ce qui explique ce gros écart de rendement. À moduler cependant parce qu'on n'avait qu'une parcelle en soja irrigué. Voilà, après au niveau des rendements en céréales, on est autour de 1,5 à 2 tonnes par hectare et avec des rendements plutôt faibles sur les autres cultures comme le mois, la lentille, le pois chiche. Au niveau des densités de semis, c'est intéressant de regarder les densités pour donner une idée des densités que sèment les agriculteurs. Au niveau du blé tendre, on est autour de 160 kilos par hectare. Au niveau du soja, on est autour de 85 kilos par hectare. Au niveau du tournesol, 70, donc pour les cultures de printemps. Et puis après, sur d'autres céréales, on est autour de 150 kilos par hectare. On peut le voir sur le blé de printemps, on peut le voir sur l'orge. Sur les l'épeautre, on est un peu en dessous. On a ensuite regardé les dates de semis. Donc là, vous avez sur l'axe horizontal les cultures, chaque culture. Par exemple, vous retrouvez plusieurs fois le blé. Donc c'est chaque culture correspondant à chaque exploitant. Donc sur le blé, qui est la plus cultivée sur cette année-là, on voit qu'on est assez homogène sur les dates de semis, avec quand même un écart de 1 mois entre le 15 octobre, donc vous avez les dates là sur le côté, entre le 15 octobre et le 15 novembre. On voit aussi qu'au niveau du soja, on est très homogène avec des dates de semis autour du 15 mai, 10-15 mai. Par contre, on remarque de gros écarts sur le sarrasin, par exemple, ou le pois chiche. Sur le sarrasin, on a des cultures semées mi-février, comme vous voyez il est là au-dessus, jusqu'à
jusqu'à mi-juin. Donc voilà, on a vraiment des écarts importants. Sur le pois chiche, on est sur les mêmes degrés d'écart. Bon, après, sur les orges et les autres céréales d'automne, on reste autour du 15 octobre, et du 15 novembre. Ensuite, on a regardé la fertilisation. Donc, on voit dans le tableau, là, on est en, en moyenne, voilà, c'est moyenné. On voit qu'il y a beaucoup de zéros, donc ça signifie qu'il y a quand même peu de fertilisation et principalement la fertilisation azotée. Cette fertilisation, elle est plutôt concentrée sur les cultures de blé, mais il y a aussi un petit peu de fertilisation sur d'autres cultures comme le tournesol, un petit peu sur le soja, sur la luzerne et puis sur les fertilisations potassium et phosphore, c'est principalement sur le blé. Au niveau des traitements, il y en a vraiment très très peu. Quelques agriculteurs ont utilisé des traitements fongicides bio sur du blé, sur de la luzerne, sur du soja et du tournesol. Bon, voilà, ça reste quand même très faible. Ensuite, on a regardé les pratiques culturales au niveau du travail du sol, du labour, au niveau des sols nus et du nombre de passages au niveau du désherbage. Sur le labour, on voit qu'il y a au niveau du blé 40% des parcelles en 2022 qui ont été labourées avant de semer le blé. On a aussi une part importante du labour sur tout ce qui est soja, tournesol, sarrasin, donc plutôt culture de printemps, de 50 à 100% des parcelles. Un petit peu sur la luzerne aussi, et sur l'orge d'hiver, enfin les céréales en général. Avec des profondeurs qui sont quand même plutôt faibles, avec un maximum de 25 cm de profondeur. Ensuite, principalement les pailles, enfin, il y a peu de pailles qui sont exportées, à part en avoine, sinon on reste sur 10%, 20% des pailles exportées. Donc peu d'exploitants qui exportent leurs pailles. On a aussi peu de sols nus, donc les zéros, ça correspond à 0% de sols nus, avec quand même des sols nus derrière du soja, ce qui peut s'expliquer par la culture. Ensuite, sur le travail du sol, on a principalement deux outils qui reviennent, la herse-trille et la bineuse. Un petit peu sur le blé et puis après principalement sur les sojas. Maintenant, on va passer sur la partie sur les rotations. Donc, et que le blé, il ressort majoritairement des autres cultures et rentre au moins donc une fois, une à deux fois en rotation chez tous les agriculteurs. Donc, on voit aussi donc la présence de légumineuses dans les rotations. Donc, c'est principalement de la luzerne et du sainfoin. Bon, on retrouve aussi du trèfle dans ces rotations-là. Donc, les rotations, elles sont assez variées. Donc, tournesol, pois chiche, lentilles. Bon, on vous a mis quelques exemples de rotation, donc notamment le blé, soja, tournesol, ou légumineuses fourragères sur plusieurs années, puis une céréale, puis une autre culture type sarrasin. Donc, on a remarqué que 40% des agriculteurs ont une rotation supérieure à 4 ans, 40% ont une rotation de 3 ans ou moins, et 20% des agriculteurs ont une rotation de 4 ans. Donc, on a remarqué, oui, que les pratiques agronomiques qui paraissent insuffisantes en bio vis-à-vis de la rotation, notamment pour ceux qui sont dans la tranche des 40% qui font une rotation de 3 ans ou moins. Donc, pour l'utilisation de l'eau, donc bon, il y a 54% des exploitations qui n'ont pas de ressources en eau et 46% qui ont des ressources diversifiées, lacs, puits, forages, etc. 80% des exploitations donc, ne possèdent pas d'irrigation et ne se sentent pas concernées donc, par la restriction d'eau.
Et 20% des exploitations, ils utilisent de l'eau sur leur exploitation et les restrictions d'eau sont assez variables en fonction des exploitations. Donc, on l'a vu un petit peu tout à l'heure sur les relevés au niveau des pratiques de désherbage. Les deux outils principalement utilisés par les agriculteurs sont la hersétrille et la bineuse. Peu possèdent des houes rotatives, même si on a vu qu'il y avait un petit peu d'utilisation. Globalement, les agriculteurs, les principaux outils de désherbage pour eux dans le Lot, ça reste la hersétrille et la bineuse. D'autres outils de travail du sol sont utilisés pour les travaux de labour ou de déchômage. On a 90% des agriculteurs qui fertilisent quand ils fertilisent, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait peu de fertilisation. Ils fertilisent en automne. 90% des agriculteurs fertilisent en automne. Et ensuite, il y en a 30% qui fertilisent au printemps, donc en général couplé avec une fertilisation à l'automne. Au niveau des outils de tri, là, chez les agriculteurs, il y a plutôt souvent du stockage avec des outils qui sont très diversifiés, comme enfin, ça va du silo jusqu'au big bag, et avec des capacités de stockage très variables. Donc là, effectivement, on passe de la dizaine au niveau d'unités à la centaine, voire plus, au niveau des tonnes. Des tonnes stockées, des capacités de stockage au niveau du tonnage. Il y a pas mal d'outils de tri aussi présents sur les exploitations, avec principalement des séparateurs à grille, et puis il y a un peu de trieurs séparateurs alvéolaires. Donc pour la partie économique, on a récupéré quelques infos. Donc, mais on n'avait pas assez d'éléments pour faire une analyse économique des exploitations. Bon, on peut quand même vous partager quelques données. Donc, 7 agriculteurs enquêtés produisent leurs semences sur leur exploitation, permettant de réduire les charges de semences. 4 agriculteurs enquêtés utilisent du fumier provenant de leur exploitation. Euh, et donc, certains ils fertilisent pas donc avec du fumier, donc ils n'ont pas ces charges-là sur l'exploit. Après, il y a 8 exploitations euh, donc qui n'ont pas de charges liées à la lutte contre les ravageurs. 45% des agriculteurs enquêtés, ils vendent leur production à des COP. Ah oui, ça c'est pour la partie débouchés. Donc sur la diversification des débouchés, en fait, il y a 45% des agriculteurs qui vendent leur production à des COP ou en circuit long. Et il y a 45% qui vendent en magasins spécialisés ou en circuit court. Et donc on a remarqué que plus de 60% des fermes vendent en direct sur l'exploitation. Concernant donc encore la partie économique, donc la partie sur les aides, qui peuvent être assez variables donc d'une ferme à l'autre selon la taille de l'exploitation. Donc majoritairement, les exploitants enquêtés, ils touchent encore l'aide à la conversion de la PAC en 2022. Et certains bénéficient du crédit d'impôt. Pour terminer, on a choisi de garder une part de notre enquête à la satisfaction des agriculteurs sur différents points. Donc tout d'abord, sur le temps de travail par rapport au temps personnel, c'est assez diversifié au niveau des satisfactions. Malgré tout, on a quand même plus de 50% des agriculteurs qui sont moyennement satisfaits ou peu satisfaits, et moins de 50% qui sont satisfaits ou très satisfaits. Donc la plupart aimeraient avoir un meilleur équilibre au niveau temps personnel et, trouvent que le temps administratif prend une grosse part du temps de travail et aussi le temps de travail du sol en agriculture bio. Au niveau des absences possibles, alors là, la tendance inverse, on a 80% des agriculteurs qui sont satisfaits des absences qu'ils peuvent prendre sur leurs exploitations. Par absence, on considère à la fois les vacances et les maladies. Donc là, ils sont plutôt satisfaits, voire très satisfaits.
avec un petit bémol sur les astreintes pour certains, avec une organisation nécessaire. Alors c'est marrant à mettre en parallèle avec le temps personnel parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas assez de temps personnel, mais par contre qu'ils sont en capacité d'avoir des absences sur les fermes. Au niveau de la rémunération, on a aussi regardé, la satisfaction est très variable. En 2022, on rappelle que les prix étaient plus élevés que sur les autres années. On a ensuite regardé la pénibilité. Donc là, en fait, les agriculteurs sont majoritairement satisfaits, voire très satisfaits, très satisfaits de la pénibilité. Ils considèrent qu'ils ont peu de pénibilité et cela notamment grâce à la mécanisation et des outils de travail adaptés. En fait, il y a 0 agriculteur enquêté qui sont peu satisfaits ou pas du tout satisfaits. La plupart sont moyennement satisfaits ou satisfaits. Enfin tous en fait, 100 sont satisfaits ou moyennement satisfaits. On a aussi regardé le sens de la tâche pour l'agriculteur, notamment vis-à-vis de l'agriculture bio. On a 50 des agriculteurs qui sont satisfaits ou très satisfaits même 80 des agriculteurs qui sont satisfaits ou très satisfaits du sens de la tâche. Et il y en a 20 qui sont moyennement satisfaits pour plusieurs raisons, notamment du fait de la difficulté de produire en bio ou de l'impact du travail du sol, notamment sur l'érosion des sols. Donc, toujours sur le bilan de situation, pour la dynamique du territoire, donc il y a 80% des agriculteurs enquêtés qui sont soit satisfaits ou très satisfaits par la dynamique du territoire. Ils se sentent bien entourés, notamment par le voisinage, les villages aux alentours et vis-à-vis des autres agriculteurs. En revanche, 20% donc, sont moyennement ou pas satisfaits pour diverses raisons. Certains parlent beaucoup de valorisation du produit, donc que les produits bio ne sont pas assez valorisés et que certains donc, ne connaissent pas, on va dire, suffisamment les produits bio. Enfin, il y a une méconnaissance du coup des produits bio dans certains secteurs. On a aussi remarqué que globalement, les agriculteurs sont très satisfaits de l'appui familial, donc du soutien général, donc un appui moral et aussi un travail en commun donc avec les autres agriculteurs. Concernant le voisinage, donc il y a plus de 70% des agriculteurs qui sont satisfaits. Donc, par exemple, il y a de l'entraide sur certains territoires et 30% par contre sont peu satisfaits. Encore une fois, c'est cette méconnaissance des produits bio qui revient par rapport à cette question-là. Donc pour tout ce qui est autonomie, donc eau, énergie, pratique agroécologique, donc on va commencer par l'eau. Donc les agriculteurs enquêtés, ils sont moyennement satisfaits pour plusieurs raisons. Bon, certains ne sont pas concernés par les restrictions d'eau parce qu'ils irriguent pas. Mais d'autres oui, du coup, ça peut créer des soucis, on va dire, le fait qu'ils soient pas très satisfaits, moyennement satisfaits pour ces raisons-là. Ensuite, concernant l'autonomie en énergie, les agriculteurs, ils se sentent pas autonomes car l'agriculture bio est souvent dépendante aux énergies fossiles. Donc ça, c'est surtout par rapport au fait que le désherbage est mécanique, c'est l'utilisation de carburant, surtout c'est dans cette idée-là que les agriculteurs ils nous partagent cette vision. Concernant les pratiques agroécologiques, donc il y a plus de 50% des agriculteurs qui sont satisfaits, voire très satisfaits, parce que ils arrivent à avoir un développement de la biodiversité autour d'eux, donc lié à la production bio, le mode de production bio. Par contre, certains sont pas satisfaits parce qu'ils trouvent qu'ils ne vont pas assez loin, soit parce qu'ils trouvent qu'ils ne vont pas assez loin dans leur pratique,
soit parce que c'est autre chose. Techniquement, ils trouvent que la bio, le mode de production bio, c'est difficile et ils disent ne pas y arriver. Et d'autres ne sont pas satisfaits parce qu'ils trouvent qu'il y a un problème de fertilisation en bio et donc ça nécessiterait, par exemple, un atelier d'élevage sur l'exploitation pour compenser ce problème de fertilisation. Euh, pour le potentiel de transmission, donc 30% des agriculteurs enquêtés, ils estiment que leur exploitation n'a pas de potentiel de transmission. Et d'autres, donc 30%, ils estiment que leur exploitation a un gros potentiel de transmission. Donc, on a des écarts assez variables entre les personnes qu'on a enquêtées. Et les autres, ils pensent que c'est faisable, la transmission, mais qu'il manquerait un atelier secondaire ou tertiaire sur leur exploitation, notamment un atelier d'élevage pour la question de fertilisation qu'on avait vu auparavant. Nous vous remercions donc pour votre attention. Si vous souhaitez nous contacter par rapport à cette enquête-là ou si vous souhaitez avoir des données, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons mis donc nos coordonnées à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Merci.